Le monde de Nathan Cole s'est arrêté à la seconde où sa manche a glissé. Des empreintes violettes encerclaient le poignet de Clara Whitfield comme un nœud coulant. Des bleus sombres se superposaient à d'autres, encore plus foncés. L'ancienne violence s'empilait sur la nouvelle. Une douleur mesurée en nuances de jaune et de noir. Sa fiancée par correspondance était arrivée il y a 3 heures, silencieuse comme la neige. Elle était maintenant assise, tremblante, à la table de sa cuisine pendant qu'il pensait une simple coupure sur sa paume. Mais le tissu a trahi son secret. Ses mains se sont figées en plein mouvement. Sa mâchoire est devenue de fer. Quelque chose de mortel a vacillé derrière ses yeux, froide et finale comme une aube d'hiver. Clara a brusquement retiré son bras. La terreur inondait son visage. Pas la terreur de lui. La terreur de ce qu'il avait vu. La terreur de ce qui allait suivre. La terreur de la vérité qu'elle avait parcouru 800 miles pour enterrer. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à rester avec nous jusqu'à la toute fin de cette histoire. Dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez pour que je puisse voir jusqu'où ce récit a voyagé. La diligence avait soulevé assez de poussière pour étouffer la moitié d'Iron Ridge quand elle s'est arrêtée devant le magasin général de Miller. 3 passagers sont descendus dans la chaleur du Wyoming. 2 hommes en costume d'affaires se sont dirigés directement vers l'hôtel. Le 3e passager se déplaçait différemment. Clara Whitfield a descendu ses marches en bois comme quelqu'un qui aurait oublié comment faire confiance au sol sous ses pieds. Chaque mouvement était mesuré, prudent. Sa robe de voyage était modeste, à col haut, à manches longues, malgré la température estivale. Son sac de voyage semblait plus vieux qu'elle. Nathan Cole observait de l'autre côté de la rue, le chapeau baissé pour se protéger du soleil. Il avait passé cette annonce dans le journal de Saint-Louis il y a 4 mois. Éleveur cherchant compagnie, travail acharné, vie honnête, territoire du Wyoming. Il avait reçu exactement une réponse. L'écriture avait été soignée, éduquée. Les mots avaient été brefs. J'accepte votre offre, Clara Whitfield. Maintenant, elle se tenait là, dans la poussière, regardant la ville comme si elle pouvait disparaître si elle clignait des yeux. Nathan a traversé la rue. Mademoiselle Whitfield. Elle s'est retournée vite, trop vite, puis s'est reprise et a hoché la tête. Je suis Nathan Cole. Monsieur Cole, sa voix était douce, contrôlée. Merci d'être venu me chercher. Il a tendu la main pour prendre son sac. Elle a eu un mouvement de recul. Le mouvement était infime, à peine perceptible. Mais Nathan avait passé 15 ans à lire les intentions des hommes dans les saloons et lors des transhumances. Il connaissait la différence entre la surprise et la peur. « Juste le sac, madame, » dit-il doucement. Bien sûr, elle l'a lâché, le rouge lui montant aux joues. « Je m'excuse. Le voyage a été long. » Le trajet en chariot jusqu'au ranch a duré 30 minutes. Clara est restée parfaitement immobile tout le temps, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur l'horizon. Elle n'a pas posé de questions sur la ville, n'a pas commenté le paysage, n'a pas fait de conversation sur le temps. Nathan s'était attendu à de la nervosité, peut-être même du regret, mais ce n'était rien de tout ça. C'était quelqu'un qui s'efforçait d'être invisible. Le ranch n'est pas grand-chose, dit-il finalement, mais c'est propre. Vous aurez votre propre chambre jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. C'est très gentil. Je ne suis pas gentil, mademoiselle Whitfield. Je suis pratique. Elle lui a jeté un coup d'œil, puis l'a vraiment regardé pour la première fois. Ce qu'elle a vu a fait que ses épaules se sont légèrement affaissées. C'est plus honnête que la plupart des hommes que j'ai connus. La maison se trouvait dans une vallée entre 2 crêtes, entourée de pâturage et d'un petit ruisseau. Elle était simple, en bois, construite pour la fonction, pas pour la beauté. Nathan l'a aidé à descendre du chariot et à porter son sac à l'intérieur. La cuisine est par là, les chambres à l'étage. Il y a un puits derrière et une cave à légumes si vous avez besoin de conserver quelque chose au frais. Clara a traversé la pièce principale lentement, observant le mobilier clairsemé, la cheminée en pierre, la seule fenêtre orientée à l'ouest. « C'est calme ici, dit-elle. Ça vous dérange? » Non. Elle s'est retournée pour lui faire face. Le calme est ce dont j'ai le plus besoin. La façon dont elle l'a dit a fait hésiter Nathan. Il avait connu des femmes qui venaient dans l'Ouest pour l'aventure, des femmes qui venaient pour l'argent, des bandes qui venaient parce qu'elles n'avaient plus rien à perdre. Mais Clara Whitfield était venue pour le calme.
Cela signifiait qu'elle fuyait le bruit. Je vais chercher du bois pour le poêle, dit Nathan. Vous devriez vous reposer. Le dîner est à 6 heures. Elle a hoché la tête mais ne s'est pas dirigée vers les escaliers. Elle laisse rester là, au centre de sa maison, l'air petite, perdue et bien trop prudente. Nathan a coupé du bois jusqu'à ce que ses épaules le brûlent. Le travail physique l'aidait à penser. Clara Whitfield n'était pas ce à quoi il s'était attendu. La lettre avait été professionnelle, polie. Elle n'avait pas mentionné la peur, n'avait pas mentionné cette façon prudente qu'elle avait de bouger, comme si son propre corps pouvait la trahir. Il empilait les dernières bûches quand il a entendu du verre se briser à l'intérieur. Nathan a lâché la hache et a couru. Clara se tenait dans la cuisine, fixant un pichet d'eau brisé. Sa main droite saignait. Pas beaucoup, mais assez pour goûter sur le sol. « Je suis désolé, dit-elle immédiatement. Je vais nettoyer, je le remplacerai. Je suis tellement désolé. C'est un pichet, mademoiselle Whitfield. Ça ne vaut pas la peine de s'excuser. Mais je l'ai cassé, et je vais balayer. » Il s'est approché d'elle. « Laissez-moi voir votre main. » Elle l'a retiré. « Ce n'est rien, juste une petite coupure. Les petites coupures s'infectent. » Il a tendu la main vers son poignet. Elle est devenue absolument immobile. Nathan s'est figé aussi, la main suspendue en l'air entre eux. « Je ne vais pas vous faire de mal, je sais. Alors pourquoi avez-vous l'air sur le point de fuir? » Le souffle de Clara était tremblant. « Parce que tout le monde dit ça. » Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup que Nathan ait jamais reçu. Il a baissé la main lentement, délibérément. « Je ne me répète pas, mademoiselle Whitfield. Quand je dis quelque chose, je le pense. Maintenant, soit vous me faites confiance, soit vous ne me faites pas confiance. Mais dans tous les cas, cette coupure doit être nettoyée. » Elle a étudié son visage pendant un long moment. Puis, lentement, elle a tendu la main. Nathan l'a pris avec précaution, la tournant paume vers le haut. La coupure n'était pas profonde, mais des fragments de verre brillaient encore dans la plaie. Il la guida vers la table, tira une chaise et alla chercher de l'eau propre et un chiffon. « Ça va piquer, » l'avertit-il. Elle n'a pas émis un son pendant qu'il la nettoyait, n'a pas tressailli, n'a pas retiré sa main. Elle laisse rester assise là, le regardant travailler avec une expression qui ressemblait à de l'incrédulité. « Vous n'avez pas besoin d'être si doux, » dit-elle doucement. « Si, j'en ai besoin. » Il a enroulé le chiffon autour de sa paume, le nouant fermement mais sans serrer. Ses doigts ont effleuré son poignet pendant qu'il travaillait. C'est là qu'il l'a senti. La texture était anormale, trop molle, trop inégale. Il a baissé les yeux sans réfléchir. La manche de Clara était remontée pendant le bandage. Les bleus étaient impossibles à manquer. 5 marques distinctes encerclant son poignet comme des empreintes digitales. Un violet foncé s'estompant en un jaune maladif sur les bords. Assez vieux pour être en cours de guérison. Assez récent pour faire encore mal. Et sous ceux-là, d'autres bleus, superposés, d'âges différents, de différentes nuances de violence. Les mains de Nathan ont cessé de bouger. La température dans la pièce a semblé chuter de 20 degrés. Quand il a levé les yeux, Clara le fixait avec une terreur absolue dans les yeux. Pas la terreur de lui, la terreur de ce qu'il avait vu, la terreur de ce qui allait suivre. Qui vous a fait ça? Sa voix était à peine plus qu'un murmure, mais il y avait quelque chose dedans qui a coupé le souffle de Clara. Quelque chose de froid, de dangereux et de complètement maîtrisé. Elle a retiré son bras, tirant violemment sa manche vers le bas. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. C'était un accident. Plusieurs accidents au même endroit exact. Monsieur Cole, qui vous a blessé, Clara? L'utilisation de son prénom a semblé briser quelque chose dans son calme soigneusement construit. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « S'il vous plaît, ne me demandez pas ça. »« Pourquoi pas? » »« Parce que je n'ai pas de réponse que vous accepterez. » Nathan s'est adossé à sa chaise, l'observant. Chaque instinct lui disait de pousser, d'exiger la vérité, de trouver celui qui avait mis ses marques sur sa peau et de le faire payer. Mais il avait vu assez d'animaux effrayés dans sa vie pour savoir que pousser maintenant ne ferait que la faire fuir. « Très bien, dit-il doucement. Je ne demanderai plus ce soir. » Clara cligna des yeux. « Vous ne le ferez pas? »« Non, mais mademoiselle Whitfield. » Il a attendu qu'elle croise son regard. « Celui qui vous a fait ça n'aura pas l'occasion de recommencer. Pas tant que vous serez sous mon toit. Compris? » Elle le fixa comme s'il avait parlé une langue étrangère.
Pourquoi protégeriez-vous quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Parce que vous avez répondu à mon annonce. Cela fait de vous ma responsabilité et je ne prends pas ça à la légère. Les larmes y ont finalement coulé. Clara les a essuyées rapidement, en colère contre elle-même d'avoir montré de la faiblesse. Je ne suis pas votre responsabilité. Je suis une étrangère qui est arrivée avec plus de problèmes que ce que vous aviez annoncé. Les problèmes peuvent être résolus. Pas ceux-là. Essayez-moi. Elle a ri, mais c'était un son brisé. Vous ne comprenez pas ce que vous offrez, alors expliquez-le-moi. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. Clara se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Je devrais me reposer avant le dîner, comme vous l'avez suggéré. Nathan n'a pas discuté. Il l'a simplement regardé se diriger vers les escaliers, se déplaçant avec la même précision prudente. Elle s'est arrêtée au bas des marches. Monsieur Cole? Oui. Merci pour le bandage. Elle était partie avant qu'il ne puisse répondre. Nathan est resté seul dans la cuisine, fixant le chiffon taché de sang qu'il avait utilisé pour nettoyer sa blessure. Les bleus n'étaient pas seulement des marques, c'était un message. Quelqu'un l'avait blessée délibérément, à plusieurs reprises, et elle avait traversé la moitié du pays pour lui échapper. La question était de savoir si elle avait fui assez loin. Le dîner fut tendu. Clara avait changé de robe, mais celle-ci avait aussi des manches longues. Elle mangeait de petites bouchées, répondait poliment aux questions et ne disait rien sur elle-même. Nathan n'insista pas, se contentant de maintenir la conversation sur des sujets pratiques. Le travail du ranch, le plan de la ville, les conditions météorologiques. Mais il l'observait. Observait comment elle se positionnait dos au mur. Observait comment elle sursautait quand il se levait trop vite pour remplir son café. Observait comment ses yeux suivaient la porte comme si elle calculait des voies de fuite. Après le repas, Clara insista pour faire la vaisselle. Nathan les essuya en silence. Quand la dernière assiette fut rangée, elle se tourna vers lui avec une gaieté forcée. Je devrais vous souhaiter une bonne nuit. Avant que vous ne le fassiez, Nathan sortit quelque chose de sa poche. Une petite clé en fer. Ceci verrouille de la porte de la chambre de l'intérieur. Clara la fixa comme s'il lui avait donné de l'or. Je ne comprends pas. Vous craignez que je ne monte à l'étage sans y être invité. Ceci élimine cette inquiétude. Monsieur Cole, je n'ai jamais suggéré que vous n'aviez pas à le faire. Il pressa la clé dans sa main. Verrouillez la porte, mademoiselle Whitfield. Dormez sans vous poser de questions. Nous parlerons plus demain matin. Elle referma ses doigts sur la clé et pour la première fois depuis son arrivée, quelque chose comme un soulagement traversa son visage. Merci, murmura-t-elle. Après qu'elle soit montée, Nathan entendit la serrure tourner avec un clic solide. Il s'assit près de la cheminée, fixant les flammes et pensant à ses bleus. 5 doigts sur son poignet. Quelqu'un l'avait saisi assez fort pour laisser des marques, l'avait saisi plusieurs fois, l'avait blessé de manière à lui faire peur de la simple gentillesse. Nathan Cole avait tué des hommes pour moins que ça. Mais il ne s'agissait pas de tuer. Pas encore. D'abord, il avait besoin de réponses, et Clara Whitfield était trop effrayée pour les donner librement, ce qui signifiait que celui qui l'avait blessée était quelqu'un de puissant, de dangereux, quelqu'un qu'elle croyait capable de la retrouver, même ici, au milieu du territoire du Wyoming. La mâchoire de Nathan se serra. Qu'ils essayent. Cette nuit-là, il dormit dans le fauteuil près de la cheminée, en partie parce que son lit était à l'étage et qu'il ne voulait pas effrayer Clara en étant trop proche, en partie parce qu'il voulait entendre si quelqu'un approchait de la maison, mais surtout parce que la rage froide dans sa poitrine ne le laissait pas se reposer. Quelqu'un avait blessé une femme assez gravement pour la faire fuir vers le ranch d'un étranger au milieu de nulle part. L'avait blessée assez gravement pour la faire tressaillir à la gentillesse. L'avait blessée assez gravement pour laisser des bleus qui se superposaient comme les cernes d'un arbre. Et Nathan venait de promettre de la protéger. Il avait l'intention de tenir cette promesse, même si cela signifiait entrer en guerre. Vers 3 heures du matin, il l'entendit. Un petit bruit venant de l'étage. Des pleurs étouffés, rapidement réprimés, puis le silence à nouveau. Nathan ne bougea pas, ne monta pas, ne s'immisça pas, mais il écouta jusqu'à l'aube, s'assurant que les pleurs ne se transforment pas en cris. Et le matin, quand Clara descendit avec des yeux rougis et un sourire poli, il ne mentionna pas ce qu'il avait entendu. Il lui versa simplement du café et dit « Bien dormi? Oui, merci. »
C'était un mensonge et ils le savaient tous les deux. Mais c'était le mensonge qu'elle avait besoin de dire. Alors Nathan laissa passer pour l'instant, car finalement la vérité sortirait. Elle sort toujours. Et quand ce serait le cas, Nathan serait prêt. Prêt à affronter le monstre qui avait mis ses bleus sur la peau de Clara Whitfield et prêt à s'assurer que ce monstre ne la toucherait plus jamais. Le mensonge flottait entre eux comme un brouillard matinal, mais Nathan versa le café quand même et fit semblant de ne pas remarquer le tremblement dans les mains de Clara quand elle prit de la tasse. 3 jours passèrent dans un silence prudent. Clara préparait des repas que Nathan ne demandait pas, balayait des sols déjà propres, raccommodait des chemises qui n'en avaient pas besoin. Elle s'occupait de l'aube au crépuscule, comme si s'arrêter signifiait penser, et penser signifiait se souvenir. Nathan lui laissa de l'espace, travailla au ranch, répara des poteaux de clôture, vérifia le bétail, revenait aux heures des repas pour la trouver se déplaçant dans sa maison comme un fantôme, essayant de prouver qu'elle avait sa place. Le 4e matin, il la trouva dans la grange. Elle parlait à son cheval. « Tu as de la chance, murmura-t-elle en caressant le nez de la jument. Tu ne cours que quand tu le choisis. » Nathan s'éclaircit la gorge. Clara se retourna brusquement, la main sur sa poitrine. « Je ne voulais pas m'immiscer, dit-elle rapidement. Je pensais juste, vous pouvez venir dans la grange quand vous voulez. Elle aime la compagnie. » Les épaules de Clara s'affaissèrent d'un demi-pouce. Elle est magnifique. Elle s'appelle Dancer. Nathan s'approcha lentement. Vous montez à cheval? J'avais l'habitude, avant. Où elle s'arrêta, déglutie. Il y a longtemps. Vous voulez réessayer? L'espoir qui traversa son visage était déchirant. Puis il s'éteignit aussi vite. Je ne devrais pas. Si je tombais ou si quelque chose arrivait, qu'est-ce qui va arriver? Vous pensez que Dancer va vous jeter à terre? Non? Mais vous avez peur de vous blesser. J'ai peur d'être un fardeau. Nathan l'étudia attentivement. Mademoiselle Whitfield, le seul fardeau, c'est de vous voir marcher sur la pointe des pieds dans la vie, comme si vous attendiez la permission de respirer. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. Vous ne comprenez pas, alors aidez-moi à comprendre. Je ne peux pas. C'est la 4e fois que vous dites ça. Je commence à penser que vous le pensez vraiment. Clara se détourna, les bras serrés autour d'elle. Que voulez-vous que je dise? Que je suis brisée? Que je suis venu ici parce que je n'avais nulle part où aller? Que chaque fois que vous bougez trop vite ou parlez trop fort, je dois me rappeler que vous n'êtes pas lui. Le mot tomba comme un coup de feu. Lui. La mâchoire de Nathan se serra. Qui est-ce lui? Clara. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Elle se retourna vivement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça vous importe? Vous avez eu ce que vous aviez demandé dans l'annonce. Une femme pour cuisiner et nettoyer, quelqu'un pour rendre votre maison moins vide. Ça devrait suffire. Ce n'est pas suffisant quand vous saignez encore à l'intérieur. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle chancela littéralement. Nathan attrapa son bras sans réfléchir. Clara recula si violemment qu'elle heurta la porte du box. La jument renifla, surprise. Nathan leva les 2 mains, reculant rapidement. « Je suis désolé, allaita Clara. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Arrêtez de vous excuser. Mais je... » Clara. Sa voix était ferme mais pas dure. « Arrêtez de vous excuser de réagir. » Elle le fixa, respirant fort. « Qui qu'il soit, » continua Nathan doucement, « quoi qu'il ait fait pour vous effrayer à ce point, c'est de sa faute, pas de la vôtre. On ne s'excuse pas d'avoir survécu. Le sanglot qui lui échappa était brut, laid et réel. Clara plaqua une main sur sa bouche, mais il était trop tard. Le barrage avait cédé. Elle glissa le long de la porte du box jusqu'à s'asseoir dans le foin, pleurant comme si son cœur se brisait à nouveau. Nathan resta en retrait. Ne bougea pas, n'offrit pas de réconfort vide. Il attendit simplement qu'elle s'effondre, car parfois se briser est le seul moyen de commencer à guérir. Quand les larmes se calmèrent enfin, Clara essuya son visage avec sa manche. Il était mon employeur à Saint-Louis. Nathan ne dit rien, il écouta simplement. Victor Arlen, il possédait une société de commerce. Je travaillais au bureau, gérant la correspondance. Sa voix était creuse. Au début, il était gentil, professionnel. Puis il a commencé à me remarquer, à me complimenter, à trouver des raisons de me garder tort.
Et quand vous l'avez refusé, il a dit que j'étais ingrate, a dit qu'il m'avait donné des opportunités que d'autres femmes tueraient pour avoir, a dit que si je n'appréciais pas son attention, il pourrait trouver quelqu'un qui l'apprécierait. Les poings de Nathan se serrèrent. Alors il vous a forcé. Pas au début. D'abord, il a fait de ma vie un enfer, a retenu mon salaire pour des erreurs inventées, a réassigné mon travail à d'autres filles, a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais difficile, instable. Le rire de Clara était amer. Puis un soir, il m'a coincé dans la réserve, m'a dit que je lui appartenais, que tout dans son entreprise lui appartenait et que cela m'incluait. A-t-il? Il a essayé. Clara leva les yeux et son regard était d'acier sous les larmes. Je me suis battu, je lui ai griffé le visage assez fort pour qu'il doive l'expliquer à sa femme. Ça l'a rendu furieux. Les bleus. Elle hocha lentement la tête. Chaque fois que je résistais, chaque fois que je disais non, chaque fois que j'essayais de partir, il me trouvait, me punissait, me rappelait que personne ne me croirait contre lui. Mais vous vous êtes échappé. J'ai volé de l'argent sur son bureau. Assez pour un billet vers l'Ouest. J'ai détruit tous mes dossiers d'emploi pour qu'ils ne puissent pas me retrouver via des références. Et j'ai répondu à votre annonce en utilisant une fausse adresse de pension. Elle croisa le regard de Nathan. Je ne suis pas venu ici pour chercher un mariage, Monsieur Cole. Je suis venu ici chercher un endroit où Victor Harlan ne pourrait pas me trouver. Sait-il que vous êtes ici? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le genre d'homme qui accepte la défaite. S'il cherche, sa voix se brisa. Il me trouvera éventuellement. Les hommes comme lui le font toujours. Nathan s'accroupit à son niveau, en gardant une distance prudente entre eux. Pas cette fois. Vous ne pouvez pas promettre ça, si je le peux. Parce que les hommes comme Victor Harlan, ils sont habitués à ce que les gens aient peur, habitués à ce que l'argent et le pouvoir fassent disparaître les problèmes. Mais je n'ai pas peur de lui. Et je me fiche de son argent. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Et il ne sait pas de quoi je suis capable. La voix de Nathan devint froide et absolue. Vous êtes venu à mon ranch, Clara. Cela fait de vous ma responsabilité, et je ne perds pas ce qui est à moi. Elle scruta son visage, cherchant le mensonge. Le moment où il se rétracterait, déciderait qu'elle était trop de problèmes, la renverrait. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la certitude. « Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi vous battriez-vous pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Parce qu'il y a 15 ans, j'ai vu ma sœur se faire battre par un homme qui disait l'aimer. Je l'ai vu trouver des excuses. Je l'ai vu devenir de plus en plus petite et silencieuse jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la fille avec qui j'ai grandi. Sa voix était rauque. Le temps que je trouve le courage de l'affronter, il était trop tard. Elle était déjà partie avec lui pour la Californie. Je ne l'ai jamais revue. Le souffle de Clara se coupa. Nathan, je l'ai laissé tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. Les mots s'installèrent entre eux comme un vœu. Clara essuya à nouveau ses yeux. Mais cette fois, ses mains étaient plus stables. Et si Victor envoie des gens, et s'ils viennent ici me chercher, alors ils me trouveront à la place. Vous ne pouvez pas tous les combattre. Regardez-moi faire. Malgré tout, Clara faillit sourire. Vous êtes soit très courageux, soit très stupide. Probablement les deux. Nathan se leva, lui offrant sa main. Mais pour l'instant, j'ai aussi raison. Allez, vous devez manger quelque chose qui ne soit pas de l'anxiété. Elle prit sa main cette fois, le laissa la relever, ne tressaillit pas quand ses doigts se refermèrent sur les siens. C'était un progrès. Petit, fragile, mais réel. 2 jours plus tard, Nathan avait besoin de provisions en ville. Clara se tendit immédiatement. « Je peux rester ici, dit-elle rapidement. Ou vous pouvez venir avec moi, rencontrer des gens. Voir Kyron Ridge n'est pas Saint-Louis. Nathan, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous avez peur. Sa mâchoire se serra. Les deux. C'est juste. Mais se cacher ne vous rendra pas plus en sécurité. Ça vous rendra juste plus isolé. Il attrapa son chapeau. C'est votre choix, cependant. Je ne vous forcerai pas. Clara resta dans l'embrasure de la porte pendant 1 minute entière après qu'il soit sorti. Puis, se déplaçant comme si elle marchait vers sa propre exécution, elle le suivit. Le trajet en chariot jusqu'à la ville fut tendu. Clara était assise, rigide, les yeux scrutant chaque cavalier qu'il croisait, chaque étranger sur la route. Nathan ne fit aucun commentaire, se contentant de maintenir les chevaux stables et la conversation légère. Iron Ridge, un samedi après-midi, était plus animé que Clara ne l'avait jamais vu.
Des enfants couraient entre les bâtiments. Des femmes se regroupaient devant le magasin. Des hommes se rassemblaient près du saloon, échangeant des histoires et du tabac. Les mains de Clara se tordaient sur ses genoux. On va juste prendre de la farine et du café, dit Nathan doucement. 10 minutes, puis on part. Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. À l'intérieur du magasin, Nathan parlait pendant que Clara étudiait les étagères de conserve comme si elles contenaient les secrets de l'univers. Elle était si concentrée à être invisible qu'elle ne remarqua la femme qui s'approchait qu'au moment où elle parla. « Vous devez être la nouvelle épouse de Nathan. » Clara sursauta. La femme était plus âgée, peut-être 50 ans, avec des yeux bienveillants et de la farine sur son tablier. « Je suis Margaret Finch. Je tiens la pension en bas de la rue. » Elle sourit chaleureusement. « C'est merveilleux d'avoir une autre femme en ville. Nous organisons un cercle de quilting la semaine prochaine si vous voulez vous joindre à nous. » C'est très gentil, mais elle y réfléchira. Nathan intervint en douceur, apparaissant au coude de Clara. « Nous sommes encore en train de nous installer. » Le sourire de Margaret ne faiblit pas. « Bien sûr. Eh bien, l'invitation tient. Nous nous réunissons le jeudi. » Après son départ, Clara expira d'une voix tremblante. C'était « Vous voyez, tout le monde n'est pas une menace. Pas tout le monde, mais quelqu'un pourrait l'être. » Nathan était sur le point de répondre quand le propriétaire du magasin, le vieux Henry Walsh, appela de derrière le comptoir. « Nathan, j'ai failli oublier. Un homme est venu il y a 2 jours. Il posait des questions. » Clara devint absolument immobile. La voix de Nathan resta désinvolte. Quel genre de questions? Sur les nouveaux arrivants, spécifiquement les femmes qui auraient pu arriver ces dernières semaines. Henry se gratta la barbe. Il a dit qu'il cherchait sa sœur, une histoire de mariée en fuite ou quelque chose comme ça. Il a offert de l'argent pour des informations. Le sang quitta le visage de Clara. La main de Nathan se posa dans le creux de son dos pour la stabiliser. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » « Je lui ai dit que je me mêlais de mes affaires et qu'il devrait faire de même. » Henry haussa les épaules. Je n'aimais pas son allure. Trop lisse, trop empressée. Un type de la ville. Il a donné un nom. Il s'est fait appeler James Winters. Mais je tiens ce magasin depuis 30 ans. Je sais quand quelqu'un ment. Les yeux d'Henry se tournèrent vers Clara. « Tout va bien, mademoiselle? Vous êtes devenue pâle. C'est juste la chaleur, dit Nathan, avant que Clara ne puisse répondre. On devrait charger ses provisions. Dehors, Clara ne pouvait pas marcher droit. Nathan la guida jusqu'au chariot, sa main ferme sur son coude. « C'était lui? » demanda-t-il doucement. « Non, Victor ne viendrait pas lui-même. Il enverrait quelqu'un. » Elle leva les yeux, la terreur nue dans son regard. « James Winters n'est pas un vrai nom. C'est ce que ces hommes de main utilisent quand ils traquent quelqu'un. Nathan, ils m'ont trouvé. Ils sont ici. » Combien de temps avons-nous? Je ne sais pas. Des jours peut-être. Victor paie bien. S'il y a quelqu'un dans cette ville qui a assez besoin d'argent, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'argent. Nathan l'aida à monter dans le chariot, mais il y a une différence entre avoir besoin d'argent et trahir un voisin. Iron Ridge est peut-être petite, mais elle n'est pas son cœur. Vous ne comprenez pas. Victor n'offre pas seulement de l'argent. Il fait des menaces, il trouve des leviers. Il détruit quiconque se met sur son chemin. Nathan monta à côté d'elle, prenant les rênes. Alors il est sur le point d'apprendre ce qui se passe quand il menace la mauvaise personne. Le trajet de retour fut silencieux, à l'exception des pensées effrénées de Clara, que Nathan pouvait presque entendre tourner en boucle. De retour au ranch, elle fit les 100 pas dans la cuisine pendant que Nathan rangeait les provisions. « Je devrais partir, dit-elle soudainement. Ce soir, avant qu'il ne fasse le lien entre vous et moi. Si l'homme de Victor pose déjà des questions, où iriez-vous? Je ne sais pas, ailleurs, n'importe où ailleurs. Et quand ces hommes se présenteront dans cette ville aussi, quand vous fuirez à nouveau, combien de temps avant que vous n'ayez plus d'endroit où vous cacher? » Clara arrêta de faire les 100 pas. « Alors, que suggérez-vous? Que j'attende ici qu'il me ramène de force? » « Non. » Nathan lui fit face. « Vous arrêtez de fuir. Vous restez et vous vous battez. » « Me battrai avec quoi? Je n'ai rien. Aucune preuve de ce qu'il a fait. Aucun témoin qui témoignerait contre Victor Harlan. Il est respecté, riche, influent. Je ne suis personne. Vous n'êtes personne pour moi. »
La simple déclaration frappa plus fort que n'importe quelle grande déclaration. Les yeux de Clara se remplirent à nouveau. Nathan, vous ne pouvez pas. Je peux et je le ferai. Il se rapprocha, assez près pour qu'elle doive incliner la tête en arrière pour croiser son regard. Je vous l'ai dit, vous êtes sous ma protection maintenant. Cela signifie que lorsque ces hommes viendront, ils devront d'abord passer par moi. Ils vous tueront, ils essaieront. Vous parlez de mourir pour une femme que vous connaissez depuis moins d'une semaine. Je parle de tenir tête à un homme qui pense pouvoir blesser des femmes sans conséquence. La voix de Nathan était d'acier. Votre combat est devenu le mien au moment où j'ai vu ces bleus. Alors, vous pouvez continuer à essayer de me protéger en partant, ou vous pouvez me faire confiance et croire que je sais ce que je fais. Clara voulait argumenter, voulait fuir, voulait faire n'importe quoi sauf laisser ce brave homme se mettre entre elle et la colère de Victor. Mais elle était si fatiguée de fuir, si fatiguée d'avoir peur, si fatiguée d'affronter les monstres seule. Si je reste, dit-elle lentement, et s'ils viennent me chercher, vous devez me promettre quelque chose. Quoi? Si ça se résume à vous ou moi, vous vous sauvez. Vous ne mourrez pas pour ça. Pour moi. La mâchoire de Nathan se serra. Ce n'est pas une promesse que je ferai. Alors je ne peux pas rester. Ils se fixèrent, engagés dans une bataille de volonté. Finalement, l'expression de Nathan s'adoucit légèrement. Que diriez-vous de ça? Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous survivions tous les deux. Marché conclu? Ce n'était pas ce qu'elle avait demandé, mais c'était ce qui se rapprochait le plus d'un compromis. Marché conclu, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Clara descendit bien après minuit. Nathan était à la table de la cuisine, nettoyant son fusil. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. » Elle s'assit en face de lui. « Pas Victor, l'homme en ville, James Winters. Je n'arrête pas de me demander si je l'ai croisé dans la rue, s'il m'a vu, s'il a déjà envoyé un message. Même s'il l'a fait, Saint-Louis est à 2 semaines de train. Nous avons le temps. » Le temps pourquoi? Nathan leva les yeux alors, et son regard était dur. Le temps de nous préparer, le temps d'avertir les gens de confiance en ville, le temps de s'assurer que lorsqu'ils viendront, nous ne serons pas pris au dépourvu. Vous parlez d'un combat. Je parle de survie. Il posa le fusil. Clara, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas un homme violent par nature, mais j'ai participé à des guerres de pâturage. J'ai affronté des usurpateurs de terre et des voleurs de bétail. Je sais comment protéger ce qui est à moi. Je ne veux pas que vous deveniez un tueur à cause de moi. Je ne le deviendrai pas, mais je deviendrai tout ce qui est nécessaire pour vous garder en sécurité. La conviction dans sa voix était absolue. Clara réalisa avec un étrange mélange de terreur et de soulagement que Nathan Cole pensait chaque mot. « Dites-moi quoi faire, dit-elle doucement. D'abord, vous allez apprendre à tirer. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi? Si quelqu'un vient pour vous et que je ne suis pas là, vous devez être capable de vous défendre. J'ai un pistolet de rechange qui fera l'affaire. Je n'ai jamais... Alors vous apprendrez demain, à l'aube. » L'expression de Nathan s'adoucit légèrement. « Je ne dis pas ça pour vous faire peur, Clara. Je le dis parce que vous méritez d'arrêter d'être une victime. » Elle y pensa aux mois de peur, aux nuits de cauchemar, au regard constant par-dessus son épaule, à sa fatigue d'être impuissante. « D'accord, dit-elle, apprenez-moi. » Quelque chose comme de la fierté brilla dans les yeux de Nathan. « Reposez-vous, demain sera une longue journée. » Clara se leva pour partir, puis s'arrêta. « Nathan, merci de ne pas me traiter comme si j'étais fragile. Vous n'êtes pas fragile, vous êtes blessé. Il y a une différence. » Elle sourit alors, un petit sourire mais sincère. « Comment êtes-vous devenu si sage? » « Une vie difficile et des leçons difficiles. » Il retourna à son fusil. « Maintenant, allez dormir tant que vous le pouvez. » De retour à l'étage, Clara était allongée dans son lit, écoutant le bruit de Nathan travaillant en bas. Le clic rythmé du métal, l'assurance tranquille de la préparation. Pour la première fois depuis son départ de Saint-Louis, elle ressentit autre chose que de la peur. Elle se sentait prête, et quand le matin vint, quand Nathan lui tendit ce pistolet et lui apprit à le tenir fermement, elle découvrit quelque chose qu'elle pensait que Victor lui avait arraché pour toujours. Elle découvrit qu'elle était plus forte qu'elle ne le croyait.
La question était de savoir si ce serait suffisant lorsque le passé la rattraperait enfin, car Clara savait avec une certitude profonde que cela allait arriver. Victor Harlan ne perdait pas, et il venait chercher ce qu'il croyait lui appartenir. Le pistolet semblait étrange dans la main de Clara ce premier matin, lourd, étranger et dangereux. Mais au troisième jour, il ressemblait à une possibilité. Nathan la regarda tirer 6 coups sur la cible du poteau de clôture qu'il avait installé derrière la grange. 5 ont atteint le centre. Le 6e a effleuré le bord. Encore, dit-il. Clara rechargea sans discuter. 6 autres tirent. Cette fois, les 6 ont atteint leur cible. L'expression de Nathan ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Vous avez déjà fait ça. Ce n'était pas une question. Clara baissa lentement le pistolet. Mon père m'a appris avant de mourir. Il disait que chaque femme devrait savoir comment se protéger. Sa voix était calme. J'avais oublié que je savais comment faire. La mémoire musculaire n'oublie pas. Nathan prit le pistolet, le vérifia, le lui rendit. Gardez-le sur vous. Toujours, Nathan. Toujours. Clara, promettez-le-moi. Elle croisa son regard et vit la peur sous l'ordre. Il se préparait à la guerre. Le moins qu'elle puisse faire était de se préparer avec lui. Je le promets. Cet après-midi-là, un employé de ranch nommé Tom Carson arriva avec des nouvelles. Nathan l'avait engagé la semaine précédente pour surveiller la route depuis la ville. 3 hommes se sont enregistrés à l'hôtel ce matin, rapporta Tom, le souffle court. Vêtements de ville, posant des questions sur une femme correspondant à la description de Clara. L'estomac de Clara se noua. Le visage de Nathan se durcit. Ils t'ont vu surveiller? Non, monsieur. Je suis resté discret comme vous l'avez dit. Bien, retourne en ville. Garde tes distances, mais garde les yeux ouverts. Je veux savoir partout où ils vont et à qui ils parlent. Après le départ de Tom, Clara ne pouvait plus tenir en place. Elle fit les 100 pas dans la cuisine pendant que Nathan vérifiait son fusil pour la 3e fois. 3 hommes, dit-elle. Victor n'en voit jamais seulement 3, sauf si... Sauf si quoi? Sauf s'il vient lui-même. Les 3 sont une avant-garde. Ils sécurisent l'endroit, rassemblent des informations, s'assurent que la cible n'a pas bougé. Ses mains tremblaient, puis Victor arrive avec la vraie force. Nathan posa le fusil. Combien dans une vraie force? La dernière fois que j'ai entendu parler de quelqu'un qui l'a contrarié, 8 hommes professionnels, armés. Ils ont brûlé l'entreprise de l'homme et l'ont laissé battu dans la rue. Elle leva les yeux. Et c'était pour une dette de 200 $. J'ai volé 500 $ et je l'ai embarrassé. Alors il viendra avec plus de 8. Il viendra avec assez d'hommes pour faire de moi un exemple. Nathan se dirigea vers la fenêtre, étudiant l'horizon. Alors nous n'allons pas laisser les choses aller aussi loin. Nous les affronterons en ville, selon nos conditions, avec des témoins. Les témoins n'ont pas aidé le dernier homme. Le dernier homme ne m'avait pas. La certitude dans sa voix aurait dû être réconfortante. Au lieu de cela, elle terrifia Clara car elle savait ce que cela signifiait. Nathan était prêt à mourir pour ça, pour elle. Il doit y avoir un autre moyen, dit-elle désespérément. Et si j'allais voir le Marshal? Et si je... Le Marshal est un homme bon, mais il est seul avec un adjoint dans une ville de 300 personnes. Si Harlan se présente avec des tueurs à gages, la loi ne suffira pas. Alors qu'est-ce qui suffira? Nathan se tourna pour lui faire face. La vérité, dite assez fort pour que tout le monde l'entende. Le pouvoir de Harlan vient du secret et de la honte. Nous allons lui enlever ça. En faisant quoi? En vous rendant impossible à faire disparaître. Clara ne comprit que le lendemain matin quand Nathan l'emmena à l'église. La petite chapelle se trouvait à la lisière de la ville, en bois blanchi à la chaux et avec des fenêtres en verre simple. Clara n'avait pas assisté au service depuis son arrivée, trop effrayée d'être vue, d'être remarquée, d'être trouvée. Maintenant, Nathan la faisait entrer directement par la porte d'entrée. Le pasteur James Williams les accueillit avec une chaleur surprise. « Nathan Cole, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous n'avez pas franchi ces portes depuis Noël. J'ai une raison d'être ici aujourd'hui. » La main de Nathan resta ferme sur le dos de Clara. « Voici ma femme, Clara. Je voudrais que vous la rencontriez comme il se doit. » Les yeux du pasteur s'écarquillèrent légèrement, mais son sourire resta sincère. « Madame Cole, quelle bénédiction. Entrez, s'il vous plaît. Nous allons commencer. »
La congrégation les dévisagea tandis que Nathan conduisait Clara à un banc près de l'avant. Elle sentit chaque regard sur elle, chaque question chuchotée, chaque coupe d'œil curieux. Son instinct hurlait de fuir. La main de Nathan trouva la sienne sous le tissu de sa jupe. Il la serra une fois. Elle resta. Après le service, le pasteur Williams les invita dans son bureau. Il était petit, tapissé de livres, sentant le vieux papier et la cire de bougie. « Je sens que ce n'est pas une visite de courtoisie », dit le pasteur avec précaution. Nathan ne perdit pas de temps en politesse. Clara est en danger. Des hommes viennent pour elle. Des hommes puissants qui ne se soucient ni de la loi, ni de ce qui est juste. Le pasteur regarda Clara avec une nouvelle attention. Quel genre de danger? La gorge de Clara se noua. Elle ne pouvait pas faire ça, ne pouvait pas raconter à un homme de Dieu les choses que Victor avait faites. La honte qu'elle portait. Son ancien employeur à Saint-Louis était violent envers elle, dit Nathan doucement. Il l'a suivie jusqu'ici. Il a l'intention de la ramener de force. L'expression du pasteur Williams passa de l'inquiétude à la fermeté. Vraiment? Maintenant, nous avons besoin d'aide, continua Nathan. Pas pour se battre, mais pour avoir des témoins, pour s'assurer que toute la ville connaisse l'histoire de Clara avant que Harlan ne puisse la déformer. Vous voulez l'exposer publiquement. Je veux rendre impossible pour lui de la blesser en secret. Le pasteur les étudia tous les deux pendant un long moment, puis il hocha lentement la tête. Il y a une réunion municipale prévue jeudi pour le financement de la nouvelle école. Je peux ajouter du temps pour les préoccupations de la communauté. Est-ce que ça irait? Clara retrouva sa voix. Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi m'aideriez-vous? Le pasteur Williams sourit tristement. Parce que j'ai enterré 3 femmes dans ce territoire qui sont mortes aux mains d'hommes que tout le monde disait être de bonnes personnes, respectables, honorables. Ses yeux se durcirent. Je n'en enterrerai pas une 4e si je peux l'éviter. Ils quittèrent l'église avec un plan. La réunion de jeudi, Clara parlerait, raconterait son histoire, nommerait Victor Harlan publiquement avant qu'il ne puisse contrôler le récit. C'était un pari. Si la ville ne la croyait pas, s'il prenait le parti d'un homme riche contre une femme effrayée, elle n'aurait plus nulle part où se cacher. Mais s'il la croyait, Victor perdrait sa plus grande arme, la peur. Mardi matin, Tom Carson revint à cheval. Cette fois, son visage était pâle. « Il est là, dit Tom. Victor Harlan est arrivé ce matin avec 7 hommes. Il a pris tout le 2e étage de l'hôtel. » Les genoux de Clara fléchirent. Nathan attrapa son bras. « T'as-t-il vu? » demanda Nathan à Tom. « Je ne pense pas. Mais patron, il ne se cache pas. Il fait un spectacle. Il a fait défiler ses hommes en ville comme s'il en était le propriétaire. »« Parce qu'il pense que c'est le cas, » murmura Clara. « C'est comme ça que Victor opère. L'intimidation avant la violence. » La mâchoire de Nathan se serra. « Alors on avance le calendrier. Tom, trouve le pasteur Williams. Dis-lui qu'on a besoin de cette réunion ce soir, pas jeudi. »« Ce soir, mais... »« Ce soir, dis-lui que c'est urgent. Dis-lui que des vies en dépendent. » Tom partit au galop. Nathan se tourna vers Clara. « Pouvez-vous le faire ce soir? » Elle voulait dire non. Voulait courir à la grange, Sally Dancer et chevaucher jusqu'à ce que le Wyoming ne soit plus qu'un souvenir. Mais c'est la fuite qui l'avait amené ici. C'est la fuite que Victor attendait. « Oui. » « Je peux le faire. » Nathan la serra contre lui, un bref moment de chaleur solide avant la tempête. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Je suis terrifié. Les gens courageux le sont généralement. » La mairie se remplit rapidement ce soir-là. La nouvelle s'était répandue que quelque chose d'important se passait. Et dans une ville de la taille d'Iron Ridge, important signifiait que tout le monde venait. Clara était assise au premier rang entre Nathan et le pasteur Williams, essayant de ne pas compter les visages qui la fixaient. Margaret Finch de la pension, Henry Walsh du magasin, des familles qu'elle n'avait jamais rencontrées. Et au fond, debout contre le mur, les bras croisés, Victor Harlan. Il était exactement comme dans son souvenir, grand, bien habillé, beau d'une manière froide. Son expression était agréable, curieuse, totalement inoffensive. Seule Clara pouvait voir la fureur qui brûlait en dessous. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Victor sourit. Le sang de Clara se glaça.
Le pasteur Williams ouvrit la séance. Il parla brièvement de l'école, puis changea de ton. Nous avons une affaire plus pressante ce soir. Un membre de notre communauté a demandé à s'adresser à nous au sujet d'une préoccupation sérieuse, Madame Clara Cole. L'utilisation de son nom de femme mariée était délibérée, un rappel qu'elle appartenait désormais à cet endroit, qu'elle était l'une des leurs. Clara se leva sur des jambes tremblantes. Nathan se leva avec elle, un mur de soutien silencieux. Elle se dirigea vers l'avant, se tourna pour faire face à la foule, ouvrit la bouche et ne trouva aucun mot. Puis elle vit Margaret Finch hocher la tête en signe d'encouragement. Vite les yeux bienveillants d'Henry Walsh. Vite les femmes du cercle de quilting qu'elle n'avait jamais rejoint, toutes la regardant avec une attention patiente. Elle vit sa ville, son peuple, même si elle n'était là que depuis 2 semaines. « Je m'appelle Clara Whitfield Cole », commença-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. « Et je suis venue à Iron Ridge parce que je fuyais un homme qui a essayé de me posséder. » La salle devint silencieuse. « Son nom est Victor Aron. Il est debout au fond de cette salle en ce moment, et il est ici pour me ramener à Saint-Louis. » Toutes les têtes se tournèrent. L'expression agréable de Victor ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent dangereusement. « J'ai travaillé pour la société de commerce de M. Harlan, » continua Clara, gagnant en force. « Il était mon employeur, mon supérieur, et il a décidé que cela lui donnait le droit de... » Sa voix se brisa. La main de Nathan se posa dans le creux de son dos. « Il a décidé que cela lui donnait le droit de me toucher, de me menacer, de me blesser quand je disais non. » Les mots sortaient plus vite maintenant, poussés par des mois de rage contenue. Pendant 6 mois, j'ai enduré sa violence, ses menaces, ses promesses que personne ne me croirait si je parlais. Et il avait raison. Personne ne m'a cru parce que Victor Aron est riche, respecté, influent, et que je n'étais personne. Elle regarda directement Victor. Son sourire avait disparu. Mais je ne suis plus personne. Je suis un membre de cette communauté. Je suis la femme de Nathan Cole et j'en ai fini d'avoir peur de vous. La salle explosa. Victor s'avança, les mains levées en signe d'innocence blessée. « Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est clairement une femme perturbée qui porte des accusations folles. Elle n'est pas perturbée. » La voix de Nathan coupa le bruit comme une lame. « Et ce ne sont pas des accusations folles. J'ai vu les bleus, j'ai entendu ses cauchemars. Je l'ai vu tressaillir à chaque mouvement brusque à cause de ce que vous lui avez fait. » Le masque de Victor se fissura légèrement. « Monsieur Cole, je comprends que vous soyez protecteur envers votre femme, mais vous devez sûrement voir qu'elle est mentalement instable. Ses fantasmes d'abus sont documentés à Saint-Louis. » Une nouvelle voix s'éleva. Tout le monde se tourna. Une femme se tenait près de la porte, peut-être 40 ans, bien habillée mais fatiguée par le voyage. Clara ne l'avait jamais vue auparavant. « Qui êtes-vous » demanda le pasteur Williams. « Je m'appelle Ruth Connolly. J'ai travaillé à la Harlan Trading Company jusqu'à il y a 3 mois. » Elle s'avança et Clara vit qu'elle tremblait. « Tout ce que Madame Cole a dit est vrai. Victor Harlan a agressé plusieurs femmes parmi ses employés. J'étais l'une d'entre elles. » Le visage de Victor devint blanc de rage. « Vous êtes une menteuse et une... » « Nous étions 5, continua Ruth plus fort maintenant. 5 femmes qui l'a terrorisé. L'une s'est suicidée l'année dernière. 2 ont fui comme Clara. Je suis restée parce que j'avais des enfants à nourrir. Mais quand j'ai entendu qu'il traquait Clara Whitfield, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieuse. Une autre femme se leva, puis une autre. Toutes 2 des étrangères que Clara n'avait jamais vues. J'ai travaillé dans son bureau pendant 2 ans, dit la première. Il m'a cassé le bras quand je l'ai refusé. Il a ruiné la réputation de ma sœur quand elle a rejeté ses avances, dit la seconde. Elle n'a trouvé de travail nulle part à Saint-Louis après ça. Elle est morte dans la pauvreté. La façade agréable de Victor se brisa complètement. C'est un complot. Ces femmes mentent pour... Pourquoi? La voix de Nathan était d'un calme mortel. Quelle raison possible aurait-elle de mentir? Qu'ont-elles à gagner en se tenant ici devant cette ville, risquant tout pour dire la vérité? De l'argent. Vous les payez pour... Je ne les ai jamais rencontrées avant ce soir, dit Clara. Sa voix était stable maintenant, alimentée par la prise de conscience qu'elle n'était pas seule, n'avait jamais été seule.
Mais elles sont venues quand même parce que vous avez fait de nous toutes des victimes, et les victimes méritent d'être entendues. Le marshal de la ville, un homme grisonnant nommé Pike, s'avança. Monsieur Harlan, je pense que vous devriez quitter la ville ce soir. Les yeux de Victor flamboyèrent. Sur quelles bases? Vous n'avez aucune preuve, aucune évidence, juste la parole de femmes hystériques. La parole de 5 femmes, corrigea le Marshal Pike, contre la parole d'un seul homme, et d'après mon expérience, les femmes ne coordonnent pas les mensonges, elles coordonnent la vérité. C'est scandaleux. J'ai des droits, j'ai... Vous avez le choix, interrompit Nathan. Sa main reposait nonchalamment sur sa ceinture de pistolet. Partir pacifiquement ou partir en sang, les deux me vont. La température dans la pièce chuta de 20 degrés. Les hommes de main de Victor bougèrent, leurs mains se dirigeant vers leurs armes. Nathan ne bougea pas, ne scia pas. Il fixa simplement Victor avec une expression qui promettait la mort. « Vous savez qui je suis, ce gamin ?» siffla Victor. « Je m'en fiche. J'ai 7 hommes dehors. Vous n'êtes qu'un éleveur sur le déclin. » Le sourire de Nathan était plus froid que sa voix. « Alors vous n'avez pas fait vos recherches. » Le pasteur Williams s'éclaircit la gorge. Peut-être que quelqu'un devrait dire à M. Harlan qui était Nathan Cole. Henry Walsh du magasin prit la parole. Nathan Cole, ancien éclaireur de la frontière, a combattu dans les guerres de pâturage de 76. On dit qu'il a affronté seul 12 usurpateurs de terre et s'en est sorti sans une égratignure. Cette histoire est exagérée, dit Nathan doucement. Il n'était que 9. La confiance de Victor vacilla. Je ne crois pas. A aussi tué un homme en duel à Cheyenne, ajouta Margaret Finch. Légitime défense, mais quand même, le tir le plus rapide que quiconque ait jamais vu. Et il y a eu cette affaire avec le gang Dawson, cria un autre homme. J'ai entendu dire qu'il les a traqués pendant 3 semaines après qu'ils aient volé son bétail. On n'a jamais retrouvé les corps. Victor regarda Nathan avec de nouveaux yeux, réévaluant, calculant les probabilités. Nathan fit un seul pas en avant. Vos hommes sont durs, Harlan, mais ils sont payés. Ils se battront pour de l'argent, mais ils ne mourront pas pour ça. Moi, si. Parce que Clara vaut la peine de mourir et vous valez la peine d'être tué. Alors demandez-vous, êtes-vous prêt à parier votre vie que je ne peux pas abattre 7 hommes avant que l'un d'eux ne m'abatte? Le silence était absolu. Finalement, Victor redressa son manteau. Ce n'est pas fini. Si, dit Clara doucement, c'est fini. Les yeux de Victor trouvèrent les siens. La rage qu'il contenait aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle ne ressentit que de la pitié. Il était si habitué à gagner par la peur qu'il ne pouvait pas comprendre perdre d'une autre manière. « Vous avez fait de moi un ennemi puissant, » dit-il doucement. « Non, corrigea Nathan, vous vous êtes fait des ennemis puissants. La différence, c'est que les nôtres sont ici. Où sont les vôtres? » Victor regarda autour de la pièce. Chaque visage le fixait avec une hostilité ouverte. Même ses hommes de main semblaient mal à l'aise. Il avait perdu. « Mes avocats ne feront rien, » interrompit le Marshal Pike, « parce que j'envoie un télégramme à la police de Saint-Louis ce soir avec tout ce que ces femmes ont témoigné. Voyons comment votre réputation tiendra le coup sous enquête. » La main de Victor se serra en un point. Un instant, Clara pensa qu'il allait l'attaquer là, devant tout le monde. Tout son corps vibrait d'une violence contenue. Puis il se tourna et sortit. Ses hommes le suivirent. La salle expira collectivement. Les jambes de Clara cédèrent. Nathan la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, la serrant dans ses bras tandis que la ville éclatait en conversation autour d'eux. « Vous l'avez fait, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous, femme magnifique et courageuse, vous l'avez fait. » Clara s'accrocha à lui, tremblant si fort que ses dents claquaient. « Est-ce vraiment fini? »« Pas encore. Maman, mais nous avons gagné la première bataille. » Ruth Connelly s'approcha d'eux, des larmes coulant sur son visage. « Merci, merci de m'avoir donné le courage de parler enfin. » Clara se dégagea suffisamment de Nathan pour prendre les mains de Ruth. « Merci d'être venu. Je pensais que j'étais seul. »« Vous n'avez jamais été seul. Nous ne savions simplement pas comment nous trouver jusqu'à ce que vous nous montriez le chemin. » Une par une, les femmes qui avaient témoigné s'avancèrent, partagèrent leurs histoires, firent des plans pour se coordonner avec les autorités, parlèrent de guérison, de justice et du long chemin à parcourir.
Mais sous tout cela, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis plus d'un an. L'espoir. La réunion se dispersa lentement. Des familles offrirent leur soutien. Des hommes promirent de surveiller les routes. Des femmes invitèrent à nouveau Clara à ce cercle de quilting. Et cette fois, elle dit oui. Dehors, la nuit était claire et froide. Nathan aida Clara à monter dans le chariot, puis grimpa à côté d'elle. « Tu penses qu'il est vraiment parti ?» demanda Clara. Nathan regarda en arrière vers l'hôtel où la lumière brûlait encore aux fenêtres du deuxième étage. Les hommes comme Harlan n'abandonnent pas facilement. Il va se regrouper, nous attaquer différemment. Alors nous serons prêts. Il lui sourit. Oui, nous le serons. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand ils virent de la fumée s'élever de la direction du ranch des Coles, noire et épaisse contre le ciel étoilé. L'expression de Nathan devint mortelle. « Accroche-toi ». Il fouetta les chevaux pour les faire courir. Clara s'agrippa au siège tandis qu'il volait dans l'obscurité, son cœur battant à tout rompre, car elle savait exactement ce que cette fumée signifiait. Victor n'avait pas quitté la ville. Il avait juste changé de tactique. Et maintenant, la guerre avait vraiment commencé. La grange était entièrement en flammes quand ils sont arrivés au ranch. Les flammes rugissaient dans le ciel nocturne, consumant des mois de foin et de nourriture stockée. Danser hurlait de l'intérieur. Non! Clara sauta du chariot avant que Nathan ne puisse l'arrêter. Elle courut vers la porte de la grange. Nathan la plaqua par derrière, et ils tombèrent tous les deux lourdement sur le sol. « Tu ne peux pas y aller !» cria-t-il par-dessus le rugissement. « Danser est là-dedans, et tu mourras en essayant de la sauver. » Il maintint Clara au sol pendant qu'elle se débattait, ses cris se mêlant aux hennissements terrifiés de la jument. « Clara, arrête! Arrête !» Un coup de feu retentit dans le chaos. Ils se figèrent tous les deux. Victor Harlan se tenait à 20 pieds de là, le pistolet levé. Derrière lui, 3 de ses hommes de main sortirent de l'ombre. Les 4 autres devaient être restés en ville pour maintenir son alibi. « Touchant !» dit Victor, la voix dégoulinant de venin. Le héros et son oiseau brisé roulant dans la poussière pendant que leur monde brûle. Nathan se releva en quelques secondes, se plaçant entre Clara et le pistolet. « Tu as fait une erreur en venant ici. »« Vraiment, il me semble que je suis en train de marquer un point. » Victor désigna la grange en feu. « Tu as pris quelque chose qui m'appartenait. Je te rends simplement l'appareil. Elle n'est pas une propriété. Tout est une propriété si on a assez d'argent. » Le sourire de Victor était cruel. « Et j'en ai beaucoup. Assez pour brûler ce ranch. Assez pour acheter des témoignages disant que vous nous avez attaqués en premier. Assez pour m'assurer que Clara revienne à Saint-Louis m'enchaîner si nécessaire. » Clara se leva lentement, les poings serrés. « Je ne retournerai jamais avec vous. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Tu m'as volé. Ça fait de toi une criminelle. » « Et la loi m'a entendu parler ce soir, » interrompit Clara. « Toute la ville m'a entendu. Tu penses que brûler notre grange change ça? Je pense que brûler votre grange n'est que le début. » Victor fit un signe de tête à ses hommes. « Prenez-la. » Les 3 hommes de main s'avancèrent. La main de Nathan tomba sur son pistolet. Tout ralentit. Clara vit les yeux de Nathan devenir froids et plats. Vit sa posture se transformer en quelque chose de mortel et de pratiqué. Vit sa main bouger avec une vitesse impossible. Le premier tir abattit l'homme de gauche avant même qu'il n'ait sorti son arme. Le deuxième tir toucha l'homme du milieu à l'épaule, le faisant tournoyer. Le troisième tir manqua sa cible alors que Nathan plongeait, roulant pour mettre le chariot entre lui et le tir de riposte de Victor. « Derrière le puits !» cria Nathan à Clara. Elle courut. Des balles soulevèrent la poussière à ses talons. Elle atteignit le puits en pierre et se pressa contre lui, haletante. D'autres tirs, des cris, le rugissement des flammes. Les cris de Dancer s'étaient arrêtés, et Clara ne savait pas si cela signifiait qu'elle s'était échappée ou qu'elle était morte. Nathan apparut à côté d'elle, respirant fort. « Combien de balles as-tu » Les mains de Clara tremblaient tandis qu'elle vérifiait le pistolet que Nathan lui avait donné. « 6. »« Fais en sorte qu'elle compte. Nathan, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Ils ne te prendront pas. Pas vivante, jamais. » Il la regarda avec une intensité féroce. « Tu m'entends? Quoi qu'il arrive, tu ne les laisses pas te prendre. » Le sens était clair, la mort avant la capture. Les mains de Clara se stabilisèrent. « Où est-ce Victor? »
Derrière le chariot, le lâche, il laisse des hommes mourir. Nathan risqua un coup d'œil autour du puits. 2 hommes encore debout. Un est touché mais se bat. Nous devons... L'homme blessé se précipita sur eux. Nathan tira. L'homme tomba lourdement. Puis la voix de Victor retentit. Assez! La fusillade cessa. Victor se tenait maintenant, sa silhouette se découpant sur la grange en feu. Mais il ne tenait plus son pistolet. Il tenait une torche, et il se tenait à côté de la maison. Voici ce qui va se passer, cria Victor. Clara sort d'ici, monte dans mon chariot, et nous partons pacifiquement. Ou je brûle la maison aussi, puis les champs, puis je vais Dimville et je brûle la moitié d'Iron Ridge jusqu'à ce que quelqu'un me la livre. La mâchoire de Nathan se serra. Tu bluffes. Vraiment? Victor toucha le mur en bois de la maison avec la torche. La flamme prit instantanément, courant le long du bois sec. Ça ressemble à un bluff pour toi, garçon de ferme. Le cœur de Clara s'arrêta. Tout ce que Nathan possédait, toute sa vie, partait en fumée à cause d'elle. Non, dit Nathan, lisant son expression, n'ose même pas penser à te rendre. Il va tout détruire. Et alors, c'est du bois et des clous. Je peux reconstruire. Nathan agrippa ses épaules. Mais je ne peux pas te reconstruire s'il te reprend. Je ne peux pas réparer ce qu'il te fera. Clara, s'il te plaît, posez vos armes, cria Victor. Toutes les deux, ou je jure devant Dieu que je brûlerai toute cette vallée. Clara regarda la maison, les flammes se propageant déjà sur le mur avant. Regarda la grange, effondrée maintenant en braises incandescentes. Regarda Nathan, désespéré, féroce et prêt à tout perdre pour elle. Puis elle regarda Victor, la certitude suffisante sur son visage, la conviction absolue qu'il avait gagné parce qu'il gagnait toujours. Quelque chose se brisa en Clara, pas dans le mauvais sens, de la manière dont un barrage se brise, dont une tempête éclate, dont une femme se libère. Elle se leva de derrière le puits. « Clara, non !» Nathan tenta de l'attraper. Elle le repoussa et s'avança à découvert, les mains levées, le pistolet pendant à un doigt. Le sourire de Victor était triomphant. « Fille sensée, maintenant, viens ici. » Clara fit 3 pas en avant, puis s'arrêta. « J'ai quelque chose à dire d'abord. » Le sourire de Victor se crispa. « Ce n'est pas une négociation. »« Tu as raison, ce n'en est pas une. » La voix de Clara était stable, portant à travers la cour en feu. « J'ai passé 6 mois à être terrifié par toi. 6 mois à croire que tu étais puissant, intouchable, que tu pouvais me faire du mal et que personne ne s'en soucierait. »« Clara, » commença Nathan. Elle leva une main sans détourner le regard de Victor. « Mais ce soir, j'ai appris quelque chose. Tu n'es pas puissant, tu es pathétique. » L'expression de Victor s'assombrit. « Fais attention, ma fille. Tu es un homme petit et faible qui doit blesser les femmes pour se sentir fort, qui doit acheter la loyauté parce que personne ne la donnerait librement, qui doit brûler et détruire parce que tu ne peux rien créer qui vaille la peine d'être gardé. Ferme ta bouche. Tu pensais que je resterais silencieuse pour toujours. Tu pensais que la honte me ferait taire, mais la honte ne fonctionne que si j'accepte ta version de l'histoire. » Les mains de Clara tombèrent le long de son corps, plus levées en signe de reddition. « Et je ne l'accepte pas. Plus maintenant. Je te préviens autant que tu veux. Brûle tout. Ça ne changera pas ce qui s'est passé ce soir à cette réunion municipale. Ça n'effacera pas les femmes qui ont parlé contre toi. Ça n'annulera pas le télégramme que le Marshal Pike a envoyé aux autorités de Saint-Louis. » Clara fit un autre pas en avant. « Tu es venu ici en pensant que tu me ramènerais brisé et terrifié. Au lieu de cela, c'est toi qui es brisé, c'est toi qui es terrifié, parce que pour la première fois de ta misérable vie, tu ne peux pas gagner. » La main de Victor tremblait sur la torche. « Tu penses m'avoir battu? Je vais te détruire. Je vais détruire toute cette ville. Je vais... » « Tu vas quoi? » Nathan se plaça à côté de Clara. « Nous tuer? Alors tu es un meurtrier devant des témoins. Nous laisser vivre? Alors nous continuons à parler. Continuons à témoigner. Continuons à nous assurer que tout le monde sache exactement ce que tu es. J'ai de l'argent. J'ai des relations. »« Tu as des cendres, » dit Clara doucement. « C'est tout ce que les tyrans ont à la fin. Tout ce que tu as construit, tu l'as construit sur la peur. Et la peur brûle vite. » Pour la première fois, Victor parut incertain.
Il jeta un coup d'œil à son homme restant, qui se tenait à plusieurs mètres de là, l'air de plus en plus mal à l'aise. « Johnson !» claqua Victor. « Prends-la !» Johnson ne bougea pas. « J'ai dit, prends-la !» Monsieur Harlan. La voix de Johnson était prudente. « Peut-être qu'on devrait juste partir. Ça a été trop loin. » « Trop loin? Je n'ai même pas commencé. » Le contrôle de Victor lui échappait. « Je t'ai bien payé. Tu m'as payé pour intimider, pas pour brûler la moitié du Wyoming. » Johnson ringana son pistolet. « J'en ai fini. Tu la veux? Va la chercher toi-même. » Victor regarda, incrédule, son dernier homme de main s'éloigner dans l'obscurité. Maintenant, ils n'étaient plus que trois. Victor avec sa torche, Nathan et Clara debout ensemble, désarmés mais sans peur. La maison brûlait derrière Victor. La grange se consumait. Quelque part au loin, des cavaliers approchaient. La ville avait probablement vu la fumée. « Dernière chance, » dit Victor, la voix tremblante maintenant. « Viens avec moi ou je... »« Tu ne feras rien, » interrompit Clara. « Tu as déjà perdu. Tu ne l'as juste pas encore accepté. » Le visage de Victor se déforma de rage. Il leva la torche comme une arme et chargea. Nathan se déplaça pour l'intercepter, mais Clara fut plus rapide. Elle sortit le pistolet qu'elle tenait lâchement à son côté, visa et tira. Le coup toucha la torche, la faisant tomber de la main de Victor. Elle atterrit dans la terre, crépitant. Victor s'arrêta en titubant, fixant Clara avec stupeur. Elle garda le pistolet pointé sur sa poitrine. « J'ai appris à tirer quand j'avais 8 ans. Mon père disait, « Une femme qui peut se défendre est une femme qui peut être libre. » Son doigt se resserra sur la détente. « Je suis libre maintenant, Victor, et tu ne me toucheras plus jamais. » Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis les épaules de Victor s'affaissèrent. Le combat s'écoula de lui comme l'eau d'un seau cassé. Il parut soudain vieux, vaincu, petit. « Tu m'as ruiné, » murmura-t-il. « Non, » corrigea Clara. « Tu t'es ruiné toi-même. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie. » Les cavaliers arrivèrent alors. Le Marshal Pike, le Pasteur Williams, Henry Walsh, Tom Carson et une douzaine d'autres hommes de la ville. Ils virent les bâtiments en feu, les corps au sol, Victor debout, les mains vides. « Eh bien, » dit le Marshal Pike, « ça ressemble à un incendie criminel, une tentative de meurtre et une agression. » Il fit un signe de tête à 2 hommes. « Passez-lui les menottes. » Victor ne résista pas pendant qu'il lui liait les mains. Mais alors qu'il le conduisait devant Clara, il s'arrêta. « Je t'aimais, » dit-il doucement. Clara le regarda droit dans les yeux. « Non, ce n'est pas vrai. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. » Ils l'emmenèrent. Nathan serra Clara dans ses bras. Elle ne pleura pas, ne trembla pas. Elle s'accrocha simplement pendant que la ville s'efforçait de sauver ce qu'elle pouvait des bâtiments. La maison était une perte. La grange aussi. Mais les champs étaient intacts, le bétail dispersé, mais vivant. Et Dancer, découvrira-t-il plus tard, avait défoncé le mur arrière de la grange et s'était enfui. On la retrouva en train de brouter près du ruisseau, roussie, mais saine et sauve. Alors que l'aube se levait sur les restes calcinés du ranch de Nathan, Clara se tenait là, regardant la destruction. Tout ce qu'il avait construit avait disparu. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-elle. Nathan se tenait à côté d'elle, le visage couvert de suie et de cendres. « Pourquoi? » « Pour tout ça, si je n'étais jamais venu ici, si tu n'étais jamais venu ici, je serais encore à moitié vivant, faisant les choses machinalement, existant mais ne vivant pas. » Il se tourna pour lui faire face. « Tu m'as donné quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, Clara. Quelque chose pour lequel il valait la peine de tout perdre. Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'excuser. Mais ta maison, elle est toujours là, juste ici. » Il toucha son cœur. Les bâtiments brûlent, le bois se brise, mais ce que nous avons construit entre nous, c'est permanent. Les mots brisèrent quelque chose dans la poitrine de Clara. Elle se tourna dans les bras de Nathan et se laissa enfin pleurer. Pas de peur cette fois, pas de honte ou de douleur, de soulagement, de gratitude, de la prise de conscience écrasante qu'elle avait survécu, et plus que survécu, elle avait gagné. Le pasteur Williams s'approcha prudemment. Le marshal a emmené Harlan au tribunal territorial, avec tous les témoignages de ce soir, plus les accusations d'incendie criminel, il sera enfermé pour des années. « Et ses avocats? » demanda Nathan. « Ruth Connolly a des documents.
Des registres de son bureau montrant des paiements pour faire taire des femmes, des dossiers falsifiés, des preuves de pots de vin. Le sourire du pasteur était sombre. Il semble que lorsqu'elle a fui Saint-Louis, elle a pris une assurance avec elle. Clara leva les yeux. Ruth a fait ça? Apparemment, elle a décidé que si elle devait fuir, elle s'est si elle s'assurerait qu'il ne pourrait plus jamais poursuivre personne d'autre. Le pasteur Williams lui serra l'épaule. Vous avez commencé quelque chose d'important ce soir, Clara. Des femmes se manifestent partout à Saint-Louis. Les journaux appellent ça le scandale Harlan. Il est fini. Après le départ du pasteur, Clara et Nathan restèrent ensemble, regardant le soleil monter plus haut. Les habitants de la ville travaillaient autour d'eux, planifiant déjà la reconstruction. Margaret Finch promit des repas pour le mois suivant. Henry Walsh offrit du bois à crédit. Tom Carson proposa son aide. Il nous aide, dit Clara, avec de l'émerveillement dans la voix. C'est ce que fait la famille, répondit simplement Nathan. À midi, les corps avaient été enlevés. Le marshal avait pris les dépositions et le danger immédiat était passé. Nathan et Clara étaient assis sur les marches du porche de ce qui était autrefois leur maison, épuisés, mais vivants. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Clara. Nathan regarda la destruction, puis la regarda. « On reconstruit, mieux qu'avant, plus solide. Ça prendra des mois, peut-être des années. Alors on prendra des mois, on prendra des années. » Il prit sa main. « Je ne vais nulle part, Clara. Et toi non plus. » Elle s'appuya contre son épaule et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Clara se sentit en sécurité. Pas parce que le danger était parti, pas parce que le passé était effacé, mais parce qu'elle avait affronté son monstre et avait survécu. Parce qu'elle avait trouvé sa voie et l'avait utilisée. Parce qu'elle avait découvert que la force n'était pas de ne jamais avoir peur. C'était d'avoir peur et de se battre quand même. Nathan. Oui. Merci de m'avoir cru quand personne d'autre ne le faisait. Il lui embrassa le sommet de la tête. Merci d'avoir été assez courageuse pour me laisser faire. Ils restèrent assis ensemble, tandis que le soleil traversait le ciel, planifiant leur avenir à partir des cendres de leur passé. Autour d'eux, la ville travaillait. Au-dessus d'eux, le ciel du Wyoming s'étendait, infini et bleu. Et dans sa poche, Clara sentit le poids du pistolet. Elle n'en avait plus besoin, pas pour se protéger, mais elle le garda quand même, comme un rappel qu'elle ne serait plus jamais impuissante. Ce rappel a porté Clara pendant la première semaine de reconstruction, lorsque ses mains se sont couvertes d'ampoules à force de marteler et que son dos lui faisait mal à force de transporter du bois. Nathan travaillait à ses côtés de l'aube au crépuscule, ne se plaignant jamais de ce qu'il avait perdu, planifiant seulement ce qu'ils allaient construire. Le 8e jour, un télégramme est arrivé de Saint-Louis. Nathan l'a lu en premier, puis l'a tendu à Clara sans commentaire. Harlan inculpé de 17 chefs d'accusation. Stop. 8 autres femmes ont témoigné. Stop. Procès fixé pour novembre. Stop. Votre courage a commencé tout ça. Stop. Ruth Connolly. Les mains de Clara tremblaient en tenant le mince papier. 17 chefs d'accusation, 8 autres femmes, tout ça parce qu'elle avait parlé la première. « Tout va bien ?» demanda Nathan doucement. « Je ne sais pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Une partie de moi se sent vengée. Une autre partie se sent mal en pensant à 8 autres femmes qui ont souffert. Tu n'as pas causé leur souffrance, c'est lui. Mais j'aurais pu parler plus tôt. Aurait pu mourir en essayant. Clara, tu as d'abord survécu. Moi, survécu, puis tu as parlé. C'est le seul ordre qui fonctionne. » Nathan prit ses mains. « Ces 8 femmes témoignent maintenant parce que tu leur as montré que c'était possible. C'est suffisant. » 2 jours plus tard, le Marshal Pike est revenu avec d'autres nouvelles. Les avocats de Victor avaient tenté de faire rejeter les accusations. Le juge les avait renvoyés en riant. « Il semble que le nom de Harlan ne vaille plus ce qu'il valait, » a dit Pike avec satisfaction. La moitié de la société de Saint-Louis a coupé les ponts avec sa famille. Sa femme a demandé le divorce. Ses partenaires commerciaux se démènent pour prendre leur distance. « Bien, » dit simplement Clara. Pike toucha son chapeau. « Vous avez fait quelque chose d'important, Madame Cole. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Après son départ, Clara se tenait dans la charpente de ce qui serait leur nouvelle maison. Plus solide qu'avant, plus grande. Avec une pièce que Nathan insistait pour qu'elle soit son bureau.
Pourquoi aurais-je besoin d'un bureau? Avait-elle demandé. Pour écrire, enseigner, tout ce que tu veux faire qui soit à toi. L'idée lui avait semblé étrangère, quelque chose qui n'appartenait qu'à elle, choisi par elle, contrôlé par elle. Maintenant, debout dans cette charpente inachevée, elle commençait à croire que c'était possible. Les cauchemars revenaient encore. Certaines nuits, Clara se réveillait en haletant, certaines que Victor se tenait au-dessus de son lit. Mais chaque fois, Nathan était là, pas en train de planer, pas en train d'étouffer, juste présent, un rappel solide qu'elle était en sécurité. Dis-moi quelque chose de vrai, murmurait-elle dans le noir. Et Nathan répondait, tu es dans le Wyoming. Victor est en prison. Tu es libre. Lentement, les cauchemars se firent moins fréquents. En octobre, la maison était terminée. La nouvelle grange était solide et résistante au feu. Dancy attendait un poulain, et Clara avait commencé à apprendre à lire à 3 enfants des ranchs voisins. Elle n'avait pas prévu d'enseigner, mais un après-midi, Margaret Finch lui amena sa petite fille. Amy posait des questions sur la dame courageuse qui a tenu tête au méchant homme, expliqua Margaret. J'ai pensé que vous pourriez peut-être lui raconter l'histoire. Clara s'était accroupie au niveau d'Amy. Que veux-tu savoir? Avais-tu peur? Terrifiée. Mais tu l'as faite quand même? Oui, Amy y avait réfléchi. Mon frère dit que les filles ne peuvent pas être courageuses. Il dit que seuls les garçons peuvent se battre. Clara avait regardé cette petite fille aux yeux féroces et s'était vue elle-même. Ton frère a tort. Le courage, ce n'est pas d'être grand ou fort. C'est de faire ce qui est juste même quand on a peur. Peux-tu m'apprendre à être courageuse? La question avait brisé quelque chose dans la poitrine de Clara. Je peux t'apprendre à lire. Lire te rend courageuse parce que ça te donne des connaissances. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Amy avait souri puis avait amené 2 amis la semaine suivante. Maintenant, Clara passait ses matinées à enseigner la lecture, l'écriture et l'arithmétique à des enfants qui, autrement, n'avaient pas d'école. Elle leur enseignait aussi le courage, le fait de s'exprimer, de ne jamais laisser personne les faire se sentir petits. Nathan regardait parfois depuis le seuil de la porte, l'expression douce. « Quoi? » demanda Clara un jour, le surprenant. « Je pensais juste au chemin que tu as parcouru. »« Que nous avons parcouru. »« Non, » il se rapprocha. « C'est entièrement toi, Clara. Je t'ai juste donné un endroit sûr où atterrir. C'est toi qui as volé. » Les mots lui serrèrent la gorge. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Peut-être, mais c'est toi qui as choisi de te battre, qui as choisi de parler, qui as choisi de vivre au lieu de simplement survivre. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je suis fier de toi. » Clara l'embrassa alors, un baiser doux, tendre et plein de gratitude. Quand elle se retira, les yeux de Nathan étaient sombres de quelque chose de plus que de l'amitié. « Clara, je sais. » Son cœur s'emballa. « Je le ressens aussi. » Ils étaient mariés de non seulement depuis des mois. 2 personnes partageant une maison, des repas, des vies, mais gardant une distance prudente. Nathan n'avait jamais insisté, jamais exigé, jamais attendu plus que ce que Clara était prête à donner. Mais debout là, dans sa salle de classe, entourée de preuves de sa guérison, Clara réalisa quelque chose. Elle était prête. « Ce soir, murmura-t-elle, si tu veux. Seulement si tu es sûr. Je suis sûr. » Ce soir-là, après que les enfants soient rentrés chez eux et que les corvées soient terminées, ils se tinrent dans leur chambre, se regardant comme des adolescents nerveux. « On n'est pas obligé, » dit Nathan doucement. « Je veux. C'est juste que... » Clara chercha ses mots. « Et si je me fige? Et si je ne peux pas? » « Alors on arrête, c'est aussi simple que ça. » Il prit ses mains. « Clara, il ne s'agit pas de ce dont j'ai besoin. Il s'agit de ce pourquoi tu es prête. Et si tu n'es prête que pour ça, » il serra doucement ses mains. « Alors c'est parfait. » La gentillesse de ce geste libéra quelque chose dans la poitrine de Clara. Elle se rapprocha, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement. Nathan la rejoignit à mi-chemin, ses mains prudentes sur sa taille, lui donnant toutes les chances de changer d'avis. Elle ne le fit pas. Ce qui suivit fut lent, doux et complètement différent de tout ce que Clara avait connu auparavant. Nathan fit en sorte que ce soit son plaisir, son confort, son choix. Quand une vieille peur vacilla, il s'arrêta, attendit, la laissa respirer. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il contre sa peau. « Toujours en sécurité avec moi. » Et Clara le crut. Après, ils restèrent enlacés. La tête de Clara sur la poitrine de Nathan,
écoutant les battements de son cœur. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? D'avoir attendu, d'avoir été patient, d'avoir fait de ce moment une guérison et pas seulement... Clara, Nathan lui releva le menton. T'aimer n'est pas de la patience, c'est un privilège. Les mots s'installèrent dans ses os, remplissant les espaces que Victor avait creusés. Novembre apporta le procès. Ruth Connolly envoya des lettres détaillées décrivant la panique croissante de Victor, alors que témoin après témoin détruisait sa défense. Ses avocats essayèrent tout, diffamation, allégations de complot, accusations d'hystérie. Le juge les rejeta à chaque fois. La vérité est simple, écrivit Ruth. Il a blessé des femmes parce qu'il le pouvait, parce qu'il pensait que l'argent et le pouvoir le rendaient intouchable. Il avait tort. Le verdict tomba un mardi froid. Coupable des 17 chefs d'accusation. 20 ans de prison territoriale. Quand le télégramme arriva, Clara le lut 3 fois avant que les mots ne lui paraissent réels. « C'est fini », souffla-t-elle. Nathan la serra contre lui. « C'est fini ». Clara attendit le soulagement, la joie, le triomphe. Au lieu de cela, elle se sentit vide. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nathan, lisant son expression. « Je pensais que je me sentirais différemment, vengé, libre. Mais tout ce que je ressens, c'est... » Elle peina à trouver le mot. « Fatigué. » C'est normal, tu as fonctionné sur la colère et la peur pendant des mois. Maintenant que la menace a disparu, ton corps rattrape son retard. Est-ce que c'est toujours comme ça? Se battre si durement pour la justice et ne rien ressentir quand on gagne? Parfois, parce que la justice n'efface pas ce qui s'est passé, ne rend pas ce qui a été volé. Nathan lui caressa les cheveux. Mais ça empêche que ça se reproduise. Et ça compte. Clara pensa aux 8 femmes qui avaient témoigné, à Amy qui apprenait à lire, à Ruth Connolly enfin libre de reconstruire sa vie. « Tu as raison, dit-elle lentement. Ça compte? » Le vide ne disparut pas du jour au lendemain, mais progressivement, Clara trouva de nouvelles choses pour le combler. L'enseignement passa à 2 fois par semaine. Margaret Finch l'invita à rejoindre le comité d'éducation du conseil municipal. Des femmes des territoires voisins commencèrent à écrire, demandant des conseils pour échapper à des situations violentes. Clara répondit à chaque lettre. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Nathan un soir, la regardant travailler sur sa 10e lettre de la journée. « Je sais, mais je veux le faire. » Clara leva les yeux. « Ces femmes sont là où j'étais, terrifiées, honteuses, convaincues qu'elles sont seules. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule d'entre elles à s'échapper, ça en vaut la peine. » Au printemps, Clara avait aidé à coordonner le passage en toute sécurité de 4 femmes hors de situations abusives. Elle avait témoigné par écrit dans 2 autres procès et elle avait lancé un groupe de femmes à Iron Ridge axé sur les compétences pratiques et le soutien mutuel. « Vous devenez une sacrée militante », observa le pasteur Williams lors d'une réunion. Clara sourit. « Je deviens ce dont j'avais besoin quand je n'avais rien. » Le pasteur lui serra l'épaule. « Votre père serait fier. » Le commentaire la toucha de manière inattendue. Le père de Clara était mort depuis 15 ans, mais soudain, il lui manqua avec une intensité douloureuse. Sa stabilité, sa force tranquille, sa certitude absolue qu'elle valait la peine d'être protégée. « Il m'a appris à tirer », dit-elle à Nathan ce soir-là. « M'a appris à lire, m'a appris à penser par moi-même. Puis il est mort et j'ai tout oublié. J'ai laissé la peur me rendre petite. » « Tu n'es plus petite. » « Non. » Clara regarda ses mains, calleuses maintenant par le travail, l'enseignement et la construction. « Je ne le suis pas. » L'été apporta une nouvelle inattendue. Ruth Connolly déménageait dans l'Ouest. « Je ne peux pas rester à Saint-Louis », expliquait sa lettre. « Trop de souvenirs, trop de gens qui ne nous croient toujours pas. Je viens à Iron Ridge si vous voulez bien de moi. Je veux aider avec le travail que vous faites pour les femmes. » Clara montra la lettre à Nathan. « On a de la place, n'est-ce pas? On fera de la place. » Ruth arriva en août, plus mince que dans le souvenir de Clara, mais avec de l'acier dans les yeux qui n'étaient pas là avant. Elles s'étreignirent comme les sœurs qu'elles étaient devenues à travers un traumatisme partagé. « Merci, dit Ruth, de me donner un endroit où recommencer. Merci d'avoir témoigné, d'avoir apporté des preuves, d'avoir été plus courageuse que tu ne le pensais. » Ensemble, elles développèrent le travail pour les femmes. Ruth avait des contacts dans d'autres territoires.
Bientôt, elle coordonnait un réseau de refuges, de ressources juridiques et de systèmes de soutien s'étendant du Wyoming à la Californie. Nous construisons quelque chose d'important, dit Ruth un soir en examinant leur dernière correspondance. Clara regarda les lettres étalées sur son bureau. Des femmes demandant de l'aide, des femmes offrant de l'aide, des femmes refusant de rester silencieuses. Nous construisons ce qui aurait toujours dû exister, corrigea Clara. Un monde où les femmes n'affrontent pas les monstres seules. À l'hiver, le réseau avait aidé 23 femmes à échapper à la violence. Clara et Ruth documentèrent chaque cas, rassemblant des preuves pour de futures poursuites, créant un dossier qui ne pouvait être ignoré ou rejeté. Le gouverneur territorial en prit note. Madame Cole, commençait sa lettre, votre travail de défense des femmes vulnérables n'est pas passé inaperçu. J'aimerais discuter de votre nomination à une commission territoriale sur la sécurité des femmes. Clara lut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Nathan. Ça veut dire qu'ils écoutent. Ça veut dire qu'on apporte un vrai changement. Elle leva les yeux vers lui avec émerveillement. Ça veut dire que ce qui m'est arrivé pourrait réellement aider les autres. Le travail de la commission était épuisant. Des réunions avec des politiciens qui ne prenaient pas les femmes au sérieux. Des témoignages devant des comités sceptiques. Une paperasserie et une bureaucratie sans fin. Mais lentement, les lois changèrent. Les protections se renforcèrent, les ressources furent allouées, et à travers tout cela, Nathan se tenait à ses côtés. Pas devant, pas derrière, à ses côtés. Tu pourrais faire plus sans moi, dit Clara un soir après une réunion particulièrement difficile. Tu aurais plus de temps pour le ranch si je n'étais pas... Si tu n'étais pas, quoi? En train de changer le monde? Nathan la serra contre lui. Le ranch se porte bien, toi tu te portes mieux, et te voir te battre pour les autres est le plus grand privilège de ma vie. Pour leur premier anniversaire, Nathan offrit un cadeau à Clara. C'était un livre relié en cuir, lourd, cher. Ouvre-le, l'encouragea-t-il. Les pages étaient blanches. Clara leva les yeux, confuse. C'est pour ton histoire, expliqua Nathan, pas celle que les autres racontent sur toi. Celle que tu te racontes à toi-même. Ta vérité, tes mots, ta vie. Les yeux de Clara se remplirent. Nathan, tu as donné une voix aux femmes qui n'en avaient pas. Maintenant, donne-toi une voix. Écris tout. La douleur, la peur, la victoire, la guérison. Laisse les autres femmes voir tout le voyage, pas seulement la destination. Cette nuit-là, Clara écrivit les premiers mots. Je m'appelle Clara Whitfield Cole. Je suis une survivante. Voici mon histoire. L'écriture vint par à-coups. Certains jours, elle réussissait à écrire des pages, d'autres jours seulement des phrases. Mais progressivement, l'histoire prit forme. Pas aseptisée, pas héroïque, juste honnête. 6 mois plus tard, elle termina. Ruth le lut en premier, des larmes coulant sur son visage. C'est important, Clara. Les femmes ont besoin de ça. C'est juste mon expérience. Exactement. Ta véritable expérience, pas la version que la société veut entendre. La vérité désordonnée, douloureuse et triomphante. Ils envoyèrent le manuscrit à un éditeur de San Francisco spécialisé dans la littérature de réforme. La réponse arriva rapidement. Nous voulons publier ceci. Nous croyons que cela pourrait aider d'innombrables femmes. Le livre sortit au printemps suivant sous le titre « Quand le silence se brise », le voyage d'une femme de la violence à la voix. Il se vendit modestement au début. Puis les femmes commencèrent à le partager, le passant entre amis, lisant des passages à voix haute lors de réunions, l'utilisant pour trouver le courage de dire leur propre vérité. En un an, il s'était vendu à plus de 5000 exemplaires. Clara recevait des lettres quotidiennement. Des femmes la remerciant, des femmes partageant leurs propres histoires, des femmes lui disant qu'elles étaient enfin parties parce que la lecture de ces mots leur avait fait croire qu'elles pouvaient y survivre. « Tu sauves des vies », dit Nathan, la regardant lire le dernier lot. « Nous sauvons des vies », corrigea Clara. « Rien de tout cela n'arrive sans toi. Je t'ai juste donné un endroit sûr où atterrir. » « Tu m'as tout donné. » Clara posa les lettres et se dirigea vers lui. « Tu m'as donné le temps de guérir, l'espace pour grandir, la force quand je n'en avais pas. Tu as cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. » Nathan lui prit doucement le visage. « Tu avais cette force en toi depuis le début. Je t'ai juste aidé à t'en souvenir. » 2 ans après son arrivée à Iron Ridge,
Clara se tenait devant l'Assemblée législative territoriale, témoignant sur les protections proposées contre la violence domestique. La même femme qui avait autrefois eu trop peur pour parler commandait maintenant une salle pleine d'hommes puissants. La violence prospère dans le silence, leur dit-elle. Elle grandit dans l'ombre. Elle se nourrit de la honte. Mais quand nous parlons, quand nous éclairons ces endroits sombres, nous lui enlevons son pouvoir. Le projet de loi fut adopté. D'autres suivraient. Et à travers tout cela, Clara continua d'enseigner, d'écrire, d'aider les femmes à trouver leur voie et leur liberté. Un soir, assise sur le porche de leur maison reconstruite, Clara s'appuya contre l'épaule de Nathan et regarda le soleil se coucher sur la vallée du Wyoming. « Le regrettes-tu parfois? » demanda-t-elle doucement. « Regretter quoi? D'avoir passé cette annonce? D'avoir eu une femme qui est arrivée avec plus de problèmes que prévu? » Nathan resta silencieux un moment. Puis il sourit. « Clara, tu n'étais pas un problème. Tu étais une réponse. » À quelle question? À toutes les questions qui comptent. Pourquoi vaut-il la peine de se battre? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être construit? Pourquoi vaut-il la peine de vivre? Il la serra plus fort. Tu m'as appris que la force, ce n'est pas de ne jamais être brisé. C'est de choisir de guérir, de choisir de se battre, de choisir d'aider les autres à guérir et à se battre aussi. Clara pensa à la femme qui était descendue de cette diligence il y a 2 ans. Effrayée, brisée, convaincue que sa vie était finie. Elle pensa à la femme qu'elle était devenue. Enseignante, militante, auteure, épouse, combattante. « Je ne suis plus cette fille effrayée, » dit-elle doucement. « Non, tu es bien plus que ça. » Et assise là dans le crépuscule, entourée de la vie qu'ils avaient construite à partir de cendres et de courage, Clara comprit enfin ce que la liberté signifiait vraiment. Ce n'était pas l'absence de peur. Ce n'était pas l'effacement de la douleur. Ce n'était pas prétendre que le passé n'avait jamais existé. La liberté, c'était de choisir chaque jour de vivre malgré les cicatrices. La liberté, c'était d'aider les autres à trouver ce même choix. La liberté, c'était de savoir que les bleus s'estompent, que les feux s'éteignent et que les monstres tombent quand des femmes courageuses parlent enfin. Clara Whitfield Cole était venue à Iron Ridge en fuyant son passé. Elle est restée pour construire son avenir, et ce faisant, elle a aidé d'innombrables autres femmes à construire le leur.